La maîtresse de mon mari m'a envoyé 60 photos de leur liaison et a écrit « Je suis sa future femme », alors j'ai utilisé ces mêmes photos pour exposer son petit jeu devant toute la France. La maîtresse de mon mari a cru me détruire en m'envoyant 60 photos de leur liaison. Elle a écrit « Je suis sa future femme ». Elle pensait que j'allais m'effondrer. Mais cette femme de 28 ans a commis la plus grosse erreur de sa vie. Elle ne savait pas qu'elle venait de donner à une femme de 53 ans, moi, toutes les armes nécessaires pour exposer son petit jeu sordide devant la France entière. Cette histoire, c'est la mienne, et elle commence par la fin d'un monde. Avant de vous raconter comment j'ai transformé son attaque cruelle en son pire cauchemar, j'aimerais beaucoup savoir d'où vous m'écoutez. Dites-moi dans les commentaires de quelle ville ou de quel pays vous regardez cette vidéo, et quelle heure il est chez vous en ce moment. C'est fascinant de voir jusqu'où nos histoires peuvent voyager et se connecter les unes aux autres. Mon histoire commence par une soirée qui aurait dû être une célébration. Un mardi de novembre, la pluie fine et persistante de Bordeaux tombait en un rideau gris sur les quais, conférant à la Garonne des airs de fleuve mélancolique. Je m'appelle Hélène, j'ai 53 ans, et ce soir-là, mon univers tenait en quelques certitudes simples. L'amour de mon mari Laurent, la solidité de notre mariage, et la daube de bœuf au cèpe qui mijotait doucement sur la cuisinière. Je préparais notre 25e anniversaire de mariage. 25 ans. Une noce d'argent. Un bail, comme on dit. Sur la table de la salle à manger, j'avais disposé 2 couverts, allumé des bougies. Une bouteille de Saint-Émilion Grand Cru classée 1998, une année exceptionnelle, attendait patiemment. J'avais choisi ce vin avec soin, imaginant le sourire de Laurent en le découvrant. J'imaginais nos regards complices, nos mains qui se frôlent par-dessus la table, le confort rassurant d'un amour qui a résisté à l'épreuve du temps. Quelle idiote j'étais! À 19h30 précise, la symphonie tranquille de ma soirée a été brutalement interrompue. Mon téléphone, posé sur le plan de travail en granit, s'est mis à vibrer. Pas une notification discrète, non. Une vibration frénétique, hystérique, comme un signal d'alarme. Un numéro inconnu. J'ai ignoré. Il a vibré à nouveau. Et encore. En moins de 5 minutes, une avalanche de 60 notifications a illuminé l'écran. Mon cœur s'est mis à battre à un rythme désordonné. J'ai immédiatement pensé au pire, à l'impensable, un accident de voiture sur le pont d'Aquitaine, une urgence médicale, l'une de ces tragédies qui fauchent une vie sans préavis. La réalité était une forme de tragédie bien plus intime, bien plus perverse. Tremblante, j'ai déverrouillé mon téléphone et ouvert le premier message. Mon souffle s'est bloqué dans ma gorge. Une photo. Une femme blonde, jeune, d'une beauté insolente, entièrement nue. Elle était lascivement allongée sur notre canapé en velours vert, celui que j'avais mis des mois à trouver chez un antiquaire du quartier des Chartrons, celui sur lequel nous nous asseyions chaque soir pour regarder les informations. La deuxième photo montrait mon mari, Laurent, nu lui aussi, l'enlaçant, un sourire béat sur son visage que je ne lui avais pas vu depuis des années. La troisième était encore plus explicite, un cliché volé dans l'intimité de notre propre chambre à coucher. Et ainsi de suite, 60 images, 60 coups de poignard, une chronique pornographique et détaillée de la trahison la plus abjecte, filmée dans les lieux mêmes de notre vie commune. Le coup de grâce n'était pas visuel. Il était écrit. Un dernier message, froid, calculé, arrogant. Bonjour Hélène, je m'appelle Chloé, j'ai 28 ans. Et je suis la femme que votre mari aime vraiment. Ces photos ont été prises chez vous, dans votre lit, sur votre canapé, chaque fois que vous partiez travailler. Laurent m'a tout dit sur vous. Comment vous ne faites plus l'amour depuis des lustres. Comment vous avez mal vieilli. Comment il se sent prisonnier d'une vie ennuyeuse. Il va vous quitter le mois prochain pour commencer une nouvelle vie avec moi. Je voulais juste vous prévenir pour que vous ne fassiez pas de scandale public. Ah, et merci de garder la maison si propre pour nos rendez-vous. C'est très appréciable. Le monde autour de moi s'est effondré. Le son de la pluie, l'odeur du dîner qui commençait à brûler, la chaleur de la pièce, tout avait disparu. Il ne restait que ces mots, ces images, gravées au fer rouge dans ma mémoire. Mon corps a été secoué d'un tremblement incontrôlable. Mais une chose étrange s'est produite. Au milieu des ruines fumantes de ma vie, une autre sensation a commencé à monter des profondeurs de mon être,
une vague de froid intense et lucide. Ce n'était pas du désespoir. C'était de la fureur. Une fureur pure, glaciale, absolue. Elle voulait me voir en larmes, détruite, anéantie. Mais elle venait de réveiller quelque chose de bien plus dangereux. Elle venait de me donner les clés, non seulement de ma libération, mais aussi de sa propre destruction. Cette nuit-là, la pluie n'a pas cessé de tomber sur Bordeaux, comme si le ciel lui-même pleurait sur les ruines de ma vie. Laurent n'est pas rentré. Un message laconique vers 23 heures, réunion très tardive, je dors à l'hôtel pour ne pas te déranger. Le mensonge était si flagrant, si insultant, qu'il en devenait presque absurde. Je n'ai pas répondu. J'ai éteint le feu sous la casserole où la daube n'était plus qu'une masse carbonisée. J'ai rangé la bouteille de Saint-Émilion dans la cave. La fête était terminée avant même d'avoir commencé. Je suis restée assise dans le salon, dans le noir, pendant des heures. Le canapé vers en face de moi n'était plus un meuble. C'était une scène de crime. Chaque objet dans cet appartement que j'avais décoré avec tant d'amour me semblait maintenant souillé, profané. La colère froide qui m'avait d'abord saisie s'est lentement dissipée, comme une anesthésie qui cesse de faire effet, laissant place à une douleur brute, insupportable. Je suis montée dans notre chambre. J'ai ouvert l'armoire, sa penderie à lui, l'odeur familière de son eau de Cologne mêlée à celle du tissu. J'ai sorti un album photo de la bibliothèque. 25 ans de vie défilaient sous mes doigts. Notre mariage à la mairie de Bordeaux, nous étions si jeunes. La naissance de nos enfants, aujourd'hui adultes et vivant leur propre vie. Nos vacances en Italie, en Grèce, nos week-ends dans le bassin d'Arcachon. Sur chaque photo, nous sourions. Était-ce un mensonge? Depuis quand jouait-il la comédie? Depuis quand étais-je devenue cette femme qu'on trompe sans remords dans sa propre maison? Les questions tournaient en boucle, cruelles et sans réponse. Où me suis-je trompée? Quand ai-je cessé de le voir, de vraiment le voir? Suis-je devenue si prévisible, si ennuyeuse? Est-ce ma faute? Ces rides au coin de mes yeux, ce corps qui n'a plus la fermeté de ses 20 ans, était-ce cela qui l'avait poussé dans les bras d'une autre, plus jeune, plus fraîche? Les mots de Chloé résonnaient dans ma tête, vous avez mal vieilli. Je me suis réfugiée dans la salle de bain, le seul endroit qui me semblait encore neutre. Assise sur le carrelage froid, j'ai laissé les larmes couler. Des larmes silencieuses, amères, des larmes de deuil. Je pleurais la jeune femme naïve que j'avais été, celle qui croyait aux promesses éternelles. Je pleurais la femme de 53 ans que j'étais devenue, humiliée, bafouée, remplacée. Dans le grand miroir, je voyais le reflet d'une inconnue au visage bouffi, aux yeux vides. Une victime. J'ai touché mon visage. Était-ce ce visage-là qu'il ne supportait plus de voir? J'ai passé des heures dans cet état de prostration, un abîme de chagrin. J'ai touché le fond. Il n'y avait plus rien en dessous. Et puis, alors que les premières lueurs de l'aube commençaient à teinter le ciel de nuances grises et roses au-dessus des toits de Bordeaux, quelque chose a changé. Une étincelle. Peut-être était-ce la vue de mon propre reflet misérable. Peut-être était-ce la pensée du sourire triomphant de Chloé. Une pensée a traversé mon esprit, claire comme du cristal, non. Je refuse. Je refuse d'être cette femme. Je refuse d'être la victime silencieuse de leur petit drame sordide. Je refuse de la laisser gagner. Lentement, je me suis relevée. Je me suis rincé le visage à l'eau froide. J'ai regardé à nouveau dans le miroir. La femme brisée était toujours là, mais derrière ses yeux, une nouvelle lueur brillait. Une lueur de défi. La douleur était encore présente, une braise ardente au fond de mon cœur, mais elle n'était plus paralysante. Elle était devenue un moteur. J'allais utiliser cette douleur, cette humiliation, cette rage, et j'allais les transformer en armes. La femme faible qui avait pleuré toute la nuit était morte avec l'obscurité. Au lever du soleil, une autre Hélène était née. Une Hélène qui n'avait plus rien à perdre. Et une femme qui n'a plus rien à perdre est la femme la plus dangereuse du monde. Le lendemain matin, lorsque Laurent est rentré, sentant un mélange de parfums féminins bon marché et de culpabilité, il m'a trouvée dans la cuisine. J'étais habillée d'un tailleur impeccable, parfaitement maquillée, une tasse de café fumant à la main. J'étais le calme avant la tempête.
Il a commencé à bredouiller une excuse alambiquée sur un client important, un dîner d'affaires qui s'était prolongé. Je l'ai écouté sans l'interrompre, en le regardant droit dans les yeux. J'ai vu la sueur perler sur son front. Il savait que je savais. Mais il ne savait pas ce que je savais. J'ai simplement hoché la tête et lui ai dit, « Prends une douche, tu sens le renfermer. » Le mépris dans ma voix l'a fait tressaillir. Dès qu'il a disparu dans la salle de bain, mon plan d'action s'est mis en marche avec une précision militaire. La première étape était légale. J'ai ouvert mon ordinateur portable et rédigé un email concis à Maître Dubois, l'un des avocats spécialisés en divorce les plus redoutés de la place de Bordeaux, un homme réputé pour ne jamais perdre. Le message était simple, « Cher maître, je vais avoir besoin de vos services pour un divorce pour faute. Veuillez trouver ci-joint un avant-goût des preuves irréfutables en ma possession. Cordialement, Hélène de Larcher. » J'ai attaché 10 des photos les plus accablantes, celles prises dans notre chambre. La réponse de son cabinet est arrivée en moins d'1 heure, demandant un rendez-vous en urgence pour le jour même. Le premier pion était avancé. La deuxième étape était psychologique. Mon métier consiste à préserver et à raconter des histoires. J'allais donc raconter la mienne, mais selon mes propres termes. J'ai créé un blog. J'ai choisi le nom avec soin, Les Chroniques de Bordeaux. Un titre élégant, littéraire, qui masquait la nature sulfureuse de son contenu. J'ai passé 2 heures à rédiger le premier article. Je l'ai intitulé « Chapitre 1 : Le cadeau empoisonné de la maîtresse ». J'ai changé nos noms en Isabelle et Marc, et j'ai transposé la scène à Nice pour brouiller les pistes. Mais j'ai conservé chaque détail sordide, chaque émotion brute. J'ai écrit avec mes tripes, décrivant l'humiliation, la douleur, mais aussi cette étrange sensation de libération. C'était ma thérapie, et ça allait devenir mon arme. La troisième étape était la reconnaissance de l'ennemi. Une recherche rapide sur les réseaux sociaux m'a mené à elle. Chloé Dubois. Son profil Instagram, Chloé-bien-être-Bordeaux, était une vitrine de perfection narcissique. 20 000 abonnés. Des photos d'elle en brassière de sport au miroir d'eau, des bols de graines de chia, des citations de Paulo Coelho. Sous une photo d'elle méditant, elle avait écrit « L'honnêteté et l'intégrité sont les fondations de ma vie ». J'ai failli vomir. Son arrogance était sa plus grande faiblesse. J'ai alors commencé à tisser ma toile. J'ai partagé mon article de blog, non pas depuis mes propres comptes, mais de manière anonyme, dans des recoins stratégiques d'Internet. Des groupes Facebook comme « Les femmes de Bordeaux s'entraident », des forums de discussion sur la viticulture, un monde que Laurent fréquentait assidûment, et des plateformes de soutien pour les personnes traversant un divorce. La réaction a dépassé toutes mes espérances. Les commentaires ont afflué par centaines. Des messages de soutien, de femmes partageant leurs propres blessures. Courage, Isabelle, Marc est un lâche, vous valez mieux que ça. Mais au milieu de cette vague de solidarité, un commentaire a retenu mon attention. Une femme a écrit « Votre histoire est bouleversante et me rappelle terriblement ce qui est arrivé à ma sœur il y a 2 ans. Elle aussi a été victime d'une jeune coach bien-être, blonde à Bordeaux qui utilisait exactement les mêmes méthodes pour séduire son mari. Est-ce une coïncidence ? Mon sang s'est glacé. Coïncidence ? Je n'y croyais pas. Je commençais à comprendre que je n'avais pas affaire à une simple liaison adultère. C'était un mode opératoire. Un système. Et j'avais peut-être mis le doigt sur quelque chose de bien plus grand et de bien plus sombre. Le blog prenait de l'ampleur. Je savais que Chloé, obsédée par son image en ligne, finirait par en entendre parler. Je savais qu'elle réagirait. Mais je n'avais pas anticipé la brutalité de sa contre-attaque. Elle n'allait pas viser mon mariage, qui était déjà en cendres. Elle allait viser la seule chose qui me restait, ma dignité et ma carrière. En l'espace de 3 jours, l'histoire des « Isabelle » était devenue le sujet de conversation brûlant de toutes les réunions de femmes de Bordeaux et de ses environs. Le compteur de vues de mon blog affichait des chiffres que je n'aurais jamais imaginés. Les commentaires se multipliaient, et de plus en plus de voix s'élevaient pour évoquer des similitudes troublantes avec les agissements d'une certaine influenceuse lifestyle, très en vue. La nasse se resserrait autour de Chloé, et sa réaction a été à la hauteur de sa perversité. Un jeudi matin, je suis arrivée à mon bureau,
tentant de maintenir une façade de normalité. Mon travail de consultante en patrimoine culturel était mon sanctuaire, le lieu où j'étais Hélène de Larcher, l'experte respectée, et non la femme trompée. Cette illusion a volé en éclats à 10 heures précises. Mon téléphone de bureau a sonné. C'était Monsieur Durand, mon directeur, un homme d'une grande droiture que je côtoyais depuis près de 20 ans. Sa voix, habituellement chaleureuse, était tendue. « Hélène, pouvez-vous venir dans mon bureau immédiatement, s'il vous plaît ?» Un frisson d'angoisse m'a parcouru l'échine. Dans son bureau, il ne m'a pas invité à m'asseoir. Il est resté debout, le visage grave, et m'a tendu son téléphone. « Pouvez-vous m'expliquer cela ?» Sur l'écran, un profil Facebook. Mon nom. Ma photo de profil, celle que j'utilisais professionnellement, souriante et sérieuse. Mais le contenu était un cloaque. Des publications ordurières. Des partages d'articles politiques extrémistes. Et le pire, des captures d'écran de conversations privées, prétendument envoyées depuis ce compte, à plusieurs de nos clients et mécènes les plus importants. Un directeur de musée prestigieux, un riche collectionneur américain. Les messages étaient un tissu d'insinuations déplacées, de critiques acerbes sur leur gestion, et de propositions ambiguës. C'était une opération de sabotage, conçue pour anéantir en quelques heures la réputation que j'avais mis 2 décennies à bâtir. Ce n'est pas moi, ai-je balbutié, sentant le sol se dérober. La panique m'a envahi. C'était elle. Chloé. C'était sa signature, frappée là où ça fait le plus mal, non pas avec la force brute, mais avec le poison de la calomnie. J'ai pris une grande inspiration et j'ai tout raconté à mon patron. La trahison, les photos, le blog. Je lui ai parlé de cette femme qui, se sentant acculée, tentait maintenant de me détruire professionnellement. Ma voix tremblait, mais elle était ferme. Il m'a écouté sans dire un mot, son regard scrutateur ne me quittant pas. Quand j'ai eu terminé, un silence pesant s'est installé. Je m'attendais au pire, une mise à pied conservatoire, une enquête interne. Au lieu de cela, il a posé son téléphone, a contourné son bureau et s'est approché de moi. « Hélène » a-t-il dit d'une voix qui avait retrouvé sa chaleur. « Je travaille avec vous depuis assez longtemps pour savoir qui vous êtes. Votre intégrité est irréprochable. C'est une attaque ignoble et lâche. Nous allons immédiatement signaler ce compte et envoyer un message à nos partenaires pour les informer de cette usurpation d'identité. Prenez le temps qu'il vous faut pour régler cette affaire personnelle. Votre bureau et notre confiance vous attendent. » Je suis sortie de son bureau les larmes aux yeux, mais cette fois, c'était des larmes de gratitude et de soulagement. Sa confiance a été un rempart inattendu contre la haine de Chloé. Mais cette attaque avait changé la nature du conflit. Ce n'était plus une question de cœur brisé. C'était une question d'honneur. Si vous étiez à ma place, quelle aurait été votre réaction face à une telle attaque sur votre vie professionnelle ? Auriez-vous eu peur au point de tout arrêter, ou cela aurait-il décuplé votre volonté de vous battre ? Dites-le moi dans les commentaires, j'ai vraiment besoin de savoir ce que vous en pensez. Chloé avait commis une erreur stratégique monumentale. En essayant de m'isoler, elle m'avait donné une nouvelle raison de me battre, plus forte encore que ma propre douleur. Elle voulait me faire taire, mais elle venait de transformer ma quête de justice personnelle en une croisade pour ma propre dignité. Et c'est à cet instant précis, alors que je retournais à mon poste, le cœur encore battant de cette confrontation, qu'un email est apparu dans ma messagerie. L'objet était laconique, mais lourd de promesses. Je sais qui est vraiment Chloé Dubois. L'email venait d'une femme nommée Anouk Lefebvre. Elle se présentait comme une ancienne assistante administrative d'un spa de luxe situé dans le prestigieux Triangle d'Or de Bordeaux. Un de ces établissements où les épouses de la haute bourgeoisie viennent pour des soins et où, visiblement, leurs maris viennent pour d'autres types de services. Anouk expliquait avoir démissionné quelques mois plus tôt, écœurée par l'hypocrisie et les agissements de certaines coachs bien-être qui utilisaient le spa comme un terrain de chasse. Mon blog, disait-elle, avait mis des mots sur des soupçons qu'elle nourrissait depuis longtemps. Elle avait des choses à me montrer. Nous avons convenu de nous rencontrer le lendemain, dans un petit salon de thé discret près de la place Péberlan, loin des lieux branchés où Chloé aurait pu nous voir. Anouk était une jeune femme d'une trentaine d'années, au regard franc et direct, mais dont les mains légèrement tremblantes trahissaient la nervosité.
Elle avait pris un risque en me contactant. Après avoir commandé 2 thés, elle n'a pas perdu de temps. Elle a sorti de son sac une clé USB qu'elle a posée sur la table entre nous. Ce que vous avez décrit sur votre blog, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg, a-t-elle commencé à voix basse, en jetant des coups d'œil autour d'elle. Chloé n'est pas une simple maîtresse opportuniste. C'est une professionnelle. Elle et quelques autres, elles ont un système. Elle a fait glisser la clé vers moi. J'étais en charge de la gestion des plannings et de la facturation. J'avais accès à beaucoup de choses. Avant de partir, j'ai fait une copie de certains dossiers. Je ne savais pas quoi en faire, mais je savais que c'était mal. Je suis rentrée chez moi le cœur battant, j'ai branché la clé USB sur mon ordinateur. Ce que j'ai découvert dépassait tout ce que j'aurais pu imaginer. Il ne s'agissait pas de quelques notes volées. C'était l'architecture complète d'une entreprise de prédation. Un dossier partagé sur le cloud, protégé par mot de passe, contenait des dizaines de sous-dossiers, chacun portant le nom d'un homme d'affaires, d'un médecin, d'un avocat influent de la région. J'ai trouvé le dossier au nom de mon mari, Laurent Delarcher. J'ai cliqué, la main tremblante. C'était un profilage psychologique digne d'un service de renseignement. Sa situation financière, ses investissements, la valeur de notre patrimoine, tout était détaillé avec une précision effrayante. Il y avait des photos de lui, de notre maison, de sa voiture, probablement prise par Chloé. Et puis, la section qui m'a glacée, vulnérabilité et levier psychologique. Il y était écrit, ego surdimensionné mais fragile. Besoin constant de validation, notamment sur son apparence physique qui décline. Se sent intellectuellement supérieur à sa femme mais en réalité complexé par sa carrière à elle. Facilement manipulable par la flatterie. Cible prioritaire à fort potentiel financier. J'ai dû m'arrêter pour respirer. Ma vie, mes intimités, nos failles de couple, tout avait été analysé, disséqué, transformé en données pour une opération de séduction crapuleuse. Mais le pire était encore à venir. Anouk m'avait aussi donné accès à des captures d'écran de leurs conversations sur un groupe WhatsApp privé. Le nom du groupe était à la fois ridicule et terrifiant, les Sirènes de Garonne. Elles étaient 4. 4 jeunes femmes, toutes des « influenceuses » dans le même domaine, qui s'échangeaient des conseils, des informations, et se répartissaient les cibles comme des VRP se partagent un secteur. Le vieux poisson a mordu à l'hameçon, écrivait Chloé à propos de Laurent. Il est complètement sous mon charme. Il m'a déjà offert une montre de luxe et parle de m'emmener aux Maldives. Je pense pouvoir obtenir la maison de vacances du Cap Ferret dans le règlement du divorce. Une autre répondait, bien joué, ma belle. Le mien, un chirurgien connu, est plus radin, je vais devoir passer à la phase chantage émotionnel. Je fixais l'écran, submergé par un mélange de dégoût et de rage froide. Ce n'était pas de l'adultère. C'était une escroquerie sentimentale en bande organisée. Laurent n'avait pas simplement eu une liaison. Il avait été traqué, analysé et piégé. Et j'avais maintenant en ma possession les preuves irréfutables pour faire s'effondrer tout leur système. Il était temps de confronter l'homme qui avait ouvert la porte de notre vie à ses prédatrices. Le soir même, j'ai préparé la scène. Pas de dîner, pas de vin. Juste la table basse du salon, sur laquelle j'ai posé mon ordinateur portable, ouvert. J'ai attendu Laurent. Quand il est rentré, il a immédiatement senti la tension dans l'air. Fini le jeu du chat et de la souris, fini les mensonges polis. L'heure de la vérité avait sonné. Assieds-toi, Laurent, ai-je dit, ma voix était un fil d'acier. Il a obéi, s'asseyant sur le bord du canapé en velours vert, le théâtre de ses exploits, qui semblait maintenant le juger. J'ai découvert des choses, ai-je commencé, en tournant lentement l'écran vers lui. J'ai ouvert le dossier à son nom, celui du cloud des Sirènes. Son visage a d'abord exprimé l'incompréhension. Il a froncé les sourcils, louchant pour lire le texte. Puis, j'ai vu la reconnaissance poindre dans ses yeux. La couleur a quitté ses joues. Il a lu la description de lui-même, de ses failles, de notre patrimoine. Son souffle est devenu court. Mais, qu'est-ce que c'est que ce délire, a-t-il balbutié, cherchant mes yeux. C'est toi? Tu as écrit ça pour me faire du mal? Moi? J'ai eu un rire sans joie.
Ne sois pas ridicule, Laurent. Tu as plus d'imagination que ça. Non, ça, c'est l'œuvre de ta muse, ta chère Chloé. C'est son dossier de travail sur toi. Tu n'es pas son amant, tu es son client. Sa cible. Son projet financier. Sa première réaction a été celle que j'avais anticipée, le déni, violent et agressif. C'était un animal blessé qui se débattait. Il s'est levé d'un bond, faisant trembler la table basse. C'est absolument n'importe quoi. Une machination. Tu es folle de jalousie, tu inventes n'importe quoi pour salir la seule personne qui m'ait montré un peu d'affection ces dernières années. Chloé m'aime. Elle me comprend, elle. Elle voit l'homme que je suis vraiment, pas le vieux mari ennuyeux que tu vois. Chaque mot était une gifle. La douleur était vive, mais ma détermination l'était encore plus. J'ai encaissé, le visage impassible. Elle te comprend, vraiment, ai-je demandé, mon calme le déstabilisant. Elle voit l'homme que tu es? Alors écoute. Écoute comme elle te voit vraiment. J'ai cliqué sur le fichier audio qu'Anouk m'avait donné. Un silence. Puis la voix claire et moqueuse de Chloé a empli la pièce, amplifiée par les haut-parleurs de l'ordinateur. Non mais le vieux poisson a complètement mordu à l'hameçon, je te jure, disait-elle à une de ses complices, entrecoupée de rire. Il croit vraiment que je suis folle amoureuse de lui, c'est presque touchant de naïveté. Il me parle de notre avenir. L'autre jour, il m'a dit que j'étais la seule à comprendre son âme. Son âme. J'ai failli éclater de rire. Son compte en banque, oui, je le comprends très bien. Encore quelques semaines de comédie et il sera mûr pour tout plaquer. Sa vieille peau de femme n'aura que ses yeux pour pleurer. L'enregistrement s'est terminé. Le silence qui a suivi était plus assourdissant que n'importe quel cri. Laurent s'est figé. Son visage a passé par toutes les couleurs. La colère, l'incrédulité, puis une horreur abjecte. L'homme arrogant qui me criait dessus une minute plus tôt s'est décomposé sous mes yeux. Il a regardé l'ordinateur, puis moi, ses yeux écarquillés trahissant une panique totale. La vérité, brutale et sans phare, venait de le percuter de plein fouet. Il s'est laissé retomber sur le canapé, comme si ses jambes ne le portaient plus. Il a caché son visage dans ses mains, et son corps a été secoué de sanglots. Des sanglots profonds, rauques, ceux d'un homme dont l'ego, le monde, l'image de lui-même, venaient de voler en éclats. Il n'avait pas été le séducteur au crépuscule de sa vie, ravivant la flamme avec une jeune femme éblouie. Il n'avait été qu'une dupe. Un pigeon. Un vieux poisson. En le regardant s'effondrer, je n'ai pas ressenti de triomphe. J'ai ressenti un vide glacial. L'homme que j'avais aimé n'existait plus, peut-être n'avait-il jamais existé. Et celui qui pleurait devant moi n'était qu'un étranger pathétique. Notre mariage était mort et enterré, et il était temps de s'occuper des funérailles. Mais avant cela, il était temps de faire tomber les assassins. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez un commentaire pour nous dire ce que vous auriez fait à la place d'OP. Vous pouvez aussi écrire simplement le chiffre 1 pour montrer que vous suivez encore. Et dites-nous, vous regardez cette histoire depuis quelle région ou quel pays? La confession en larmes de Laurent a marqué la fin de notre vie commune et le début de l'offensive publique. Armé de preuves irréfutables et de la confirmation de la manipulation par sa principale victime, j'ai passé la nuit à préparer la prochaine phase de mon plan. Je n'étais plus une femme blessée cherchant la vérité, j'étais devenue une journaliste d'investigation improvisée, prête à exposer un scandale. J'ai passé des heures à rédiger un nouvel article pour « Les Chroniques de Bordeaux ». Ce n'était plus une confession intime, c'était un dossier d'accusation. Le titre était sans équivoque, « Les sirènes de Garonne, enquête sur le réseau d'influenceuses qui démantèlent les mariages à Bordeaux ». J'y ai exposé tout le système, en protégeant l'anonymat des autres maris mais en détaillant avec une précision clinique le mode opératoire, le ciblage, le profilage psychologique, la manipulation sentimentale à des fins financières, et la coordination entre les membres du réseau. J'ai inclus des extraits anonymisés de leurs conversations WhatsApp, preuve de leur mépris et de leur cupidité. Au petit matin, j'ai cliqué sur « Publier ». Puis, j'ai envoyé un email contenant un lien vers l'article et une note explicative à 2 contacts clés. Le premier était mon avocat, Maître Dubois, pour l'informer de l'escalade.
Le second était un journaliste d'investigation chevronné du grand quotidien régional, Sud-Ouest, un homme connu pour son intégrité et sa ténacité. L'effet a été instantané et dévastateur. En quelques heures, mon blog, jusque-là un secret bien gardé de la communauté bordelaise, a explosé. Le lien a été partagé des milliers de fois. À midi, le site web du journal Sud-Ouest publiait sa propre version de l'histoire en une, citant mon blog comme source principale et ajoutant qu'ils avaient pu vérifier l'authenticité de certains documents. L'affaire des « Sirènes de Garonne » était née. Le soir même, le journal de 20h de France 3 Aquitaine a consacré un reportage de 5 minutes au scandale. Ils ont interviewé des experts en cybercriminalité, des psychologues, et ont montré des captures d'écran floutées de mon blog. Mon drame personnel était devenu un sujet de débat public. Imaginez le tourbillon. Mon téléphone personnel, que seuls mes proches possédaient, a commencé à sonner. Des journalistes de Paris, des producteurs de talk-shows, des éditeurs. Et surtout, des femmes. Des dizaines de femmes de toute la France m'ont retrouvé, m'ont écrit des emails, des messages, racontant leurs propres histoires, si similaires à la mienne. Je n'étais plus seule. Nous étions une légion. C'était à la fois exaltant et terrifiant. J'étais devenue le visage d'une cause que je n'avais pas choisie. Mais ne pensez pas que cette reconnaissance publique était la fin de l'histoire. Ce n'était que le début du vacarme. La vraie justice, celle qui se rend dans les tribunaux et pas seulement dans les médias, était encore à venir. Et elle allait être bien plus spectaculaire. Le scandale a pris une telle ampleur que les autorités ont dû réagir. Le procureur de la République de Bordeaux, sous la pression médiatique, a publié un communiqué annonçant l'ouverture d'une enquête préliminaire pour escroquerie en bande organisée et abus de faiblesse. Le petit jeu de Chloé et de ses amis venait de quitter les pages Lifestyle pour entrer dans la rubrique des faits divers criminels. La peur, j'en étais certaine, avait changé de camp. Je l'imaginais, elle et ses complices, voyant leur visage flouté à la télévision, lisant les articles, comprenant que leur système était exposé au grand jour. La police judiciaire a été saisie de l'enquête. Et quelques jours plus tard, j'ai reçu l'appel que j'attendais. C'était une inspectrice de la brigade financière. Elle souhaitait m'entendre officiellement, en tant que témoin principal et victime. La grande machine judiciaire s'était mise en marche, et j'en étais le moteur. Mon rendez-vous au commissariat central de Bordeaux, situé dans l'imposant hôtel de police de Mériadec, était une expérience hors du commun. J'ai traversé de longs couloirs anonymes pour arriver dans un petit bureau qui sentait le café froid et le papier. Face à moi, l'inspectrice, une femme d'une quarantaine d'années nommée Duval, m'a accueilli avec un professionnalisme rassurant. Pendant plus de 3 heures, j'ai déposé ma plainte officielle. J'ai raconté mon histoire en détail, de la réception de la première photo jusqu'à la découverte du réseau. J'ai remis une copie de la clé USB d'Anouk et de toutes les preuves que j'avais accumulées. L'inspectrice Duval a tout consigné, posant des questions précises et pertinentes. À la fin de mon récit, elle a fermé son carnet. Madame Delarcher, m'a-t-elle dit avec une pointe de respect dans la voix, il faut un courage immense pour faire ce que vous avez fait. La plupart des victimes se taisent, rongées par la honte. En parlant, vous allez probablement aider à faire tomber ce réseau et à protéger d'autres familles. Les semaines suivantes furent une succession de développements rapides. L'enquête, alimentée par mes preuves et les témoignages d'autres victimes qui avaient enfin osé porter plainte, a progressé à grands pas. Anouk a également été entendue et a confirmé l'authenticité des documents. Les enquêteurs ont obtenu des mandats pour perquisitionner les domiciles des « sirènes » et analyser leurs comptes bancaires. Ils ont découvert un système bien rodé où l'argent des « cadeaux » était rapidement transféré vers des comptes à l'étranger ou investi dans l'immobilier via des sociétés écrans. Et puis, un lundi matin, alors que je consultais mes emails, une alerte d'information est apparue sur mon téléphone. Le titre, Affaire des Sirènes de Garonne, 4 interpellations à Bordeaux. Mon cœur a fait un bond. J'ai cliqué. La photo montrait Chloé, menottée, le visage caché sous une capuche, emmenée par des policiers. Elle avait été arrêtée à la terrasse d'un palace parisien où elle avait tenté de se réfugier. La fuite n'avait pas duré longtemps. Placée en garde à vue, confrontée à un mur de preuves, Chloé s'est effondrée. Elle a tout avoué,
tentant de minimiser son rôle et de charger ses complices, dans une tentative désespérée de sauver sa peau. Son petit monde de luxe et d'imposture s'était écroulé. Le procès a eu lieu 6 mois plus tard et a été un véritable événement médiatique. Le tribunal correctionnel de Bordeaux était bondé. J'étais là, au premier rang des parties civiles, aux côtés d'une dizaine d'autres femmes qui avaient eu le courage de se joindre à la plainte. Voir Chloé et ses 3 complices sur le banc des accusés était une expérience étrange. Elles n'étaient plus les prédatrices glamour et sûres d'elles de leur profil Instagram. Elles ressemblaient à des étudiantes surprises en train de tricher, l'air à la fois effrayé et méprisant. Mon témoignage à la barre a été un moment intense. J'ai raconté les faits, ma voix claire et ferme. Je n'ai pas pleuré. J'ai regardé Chloé droit dans les yeux. Elle a détourné le regard. Laurent a également témoigné, décrivant avec une honte palpable le processus de manipulation dont il avait été victime. Ce fut une humiliation publique pour lui, mais c'était le prix à payer. Le verdict est tombé après 2 jours de délibération. Il a été sévère. Chloé, considérée comme la tête pensante du réseau, a été condamnée à 5 ans de prison, dont 2 ans fermes, pour escroquerie en bande organisée, abus de confiance et blanchiment d'argent. Ses complices ont écopé de peines allant de 3 ans avec sursis à 18 mois de prison ferme. Le tribunal a également ordonné la confiscation de tous leurs biens et les a condamnés solidairement à nous verser, à nous les victimes, des dommages et intérêts significatifs. Justice avait été rendue. En sortant du tribunal, entouré par les flashs des photographes, je n'ai pas ressenti une joie triomphante, mais un immense et profond soulagement. Une porte venait de se fermer. La guerre était gagnée. Mais une fois l'adrénaline de la bataille retombée, une question angoissante a commencé à me hanter. J'avais gagné, oui. Mais j'avais gagné sur un champ de ruines. Que allais-je faire, maintenant, de ma liberté reconquise et de ma vie en morceaux? Après le procès, le silence qui s'est abattu sur ma vie a été assourdissant. Le tumulte médiatique s'est calmé, les appels des journalistes se sont raréfiés. Je me suis retrouvée seule dans ce grand appartement, un espace désormais trop vaste, rempli de souvenirs devenus des fantômes. Le divorce avec Laurent a été prononcé dans les semaines qui ont suivi, une simple formalité administrative. Il a accepté toutes mes demandes sans discuter, me cédant la pleine propriété de l'appartement et me versant une prestation compensatoire conséquente. C'était sa manière de payer sa dette, mais aucune somme d'argent ne pouvait effacer la trahison. Les premiers mois furent difficiles. J'ai dû réapprendre à vivre seule, à ne plus penser pour 2. J'ai fait face à des vagues de solitude et de tristesse inattendues. Gagner la guerre ne signifiait pas être immunisé contre la douleur de la perte. C'est mon blog qui m'a sauvée. Les Chroniques de Bordeaux, nées de la colère et du besoin de justice, est devenue ma bouée de sauvetage. La communauté de femmes qui s'était formée autour de lui est devenue ma nouvelle famille. Des femmes de tous âges, de tous horizons, partageaient leurs expériences, leurs conseils, leurs espoirs. Nous avons organisé des rencontres, d'abord virtuelles, puis réelles. J'ai découvert une sororité puissante, une force collective que je n'aurais jamais soupçonnée. Un jour, une éditrice d'une grande maison parisienne m'a contactée. Elle suivait le blog depuis le début et voyait en mon histoire le potentiel d'un livre. Un témoignage qui pourrait aider d'autres femmes. Après une longue hésitation, craignant de devoir replonger dans les détails les plus sombres de cette période, j'ai accepté. L'écriture est devenue une thérapie, une façon de mettre un point final à ce chapitre de ma vie et de le transformer en quelque chose d'utile pour les autres. Avec une partie de l'argent que j'ai reçu, tant du divorce que des dommages et intérêts, j'ai décidé de créer quelque chose de concret. J'ai mis sur pied une petite association, que j'ai baptisée Fondation Renaissance. Son objectif était simple, offrir une première consultation juridique et un soutien psychologique gratuit aux femmes victimes de manipulation ou d'escroquerie sentimentale. Je voulais que la laideur que j'avais subie puisse donner naissance à quelque chose de beau et de constructif. Et Laurent? Son histoire a pris un chemin que je n'aurais jamais cru possible. Après avoir touché le fond, il a entamé un long et difficile travail sur lui-même avec un psychothérapeute. Il a cessé de chercher des excuses et a commencé à chercher des raisons. Il a affronté ses propres démons, sa peur de vieillir, son besoin de validation. Environ 1 an après le procès, il m'a appelé. Sa voix était différente, plus humble.
Il ne m'a pas demandé de le pardonner. Il m'a demandé s'il pouvait aider. Il voulait mettre son expérience et ses anciennes compétences commerciales au service de la Fondation Renaissance, bénévolement. Il voulait, disait-il, réparer une infime partie des dégâts qu'il avait causés, pas seulement à moi, mais à l'idée même de confiance. J'étais méfiante, mais j'ai accepté de le rencontrer. L'homme que j'ai vu n'était plus le mari arrogant ou la victime pitoyable. C'était un homme qui avait regardé ses propres failles en face. Nous avons commencé à travailler ensemble, de manière professionnelle et distante au début. Puis, au fil des réunions, nous avons réappris à communiquer. Nous n'étions plus un couple, mais deux survivants d'un même naufrage, chacun sur son propre radeau, mais ramant parfois dans la même direction. Un soir, après un événement caritatif réussi pour la Fondation, nous marchions le long des quais. La conversation était légère, pour la première fois depuis des années. Il s'est arrêté et s'est tourné vers moi. « Hélène, je sais que notre mariage est mort. Mais penses-tu que Hélène et Laurent pourraient un jour redevenir amis ?» J'ai regardé la Garonne, ses eaux sombres et profondes. L'amitié, Laurent, comme la confiance, ça ne se décrète pas. Ça se construit. Brique par brique. Ce n'était pas un pardon, mais ce n'était plus un rejet. C'était l'esquisse d'un chemin possible, un chemin de reconstruction, non pas du passé, mais d'un avenir différent. Environ 18 mois après le verdict, alors que ma nouvelle vie avait trouvé son rythme, j'ai eu la visite la plus inattendue qui soit. C'était un après-midi de printemps. On a sonné à l'interphone. Une voix hésitante a dit « C'est Chloé. Chloé Dubois. S'il vous plaît, j'ai besoin de vous parler. » Mon sang s'est glacé. Chloé. Elle avait bénéficié d'une libération conditionnelle après un peu plus d'1 an de détention. Mon premier réflexe a été de raccrocher. Mais une curiosité morbide, ou peut-être le besoin de clore définitivement ce chapitre, m'a poussé à la laisser monter. La femme qui est entrée dans mon salon n'avait plus rien à voir avec l'influenceuse solaire et arrogante de mon souvenir. Elle avait maigri. Ses cheveux blonds, autrefois si brillants, étaient ternes et coupés courts. Elle portait un jean simple et un pull gris. La prison l'avait marquée, avait effacé son éclat artificiel. Elle est restée debout au milieu de la pièce, l'air mal à l'aise, évitant de regarder le canapé vert. « Que voulez-vous, Chloé ?» ai-je demandé, ma voix neutre, sans chaleur mais sans haine non plus. Elle a mis du temps à répondre, comme si elle cherchait ses mots. Je voulais vous voir. Pour essayer de comprendre. Comprendre quoi ? C'est là que son visage s'est durci. L'ombre de l'ancienne Chloé est réapparue. Comprendre pourquoi vous avez fait ça. Vous aviez gagné. Vous aviez l'argent, la maison, la victoire morale. Pourquoi tout détruire ? Pourquoi m'envoyer en prison ? Pourquoi anéantir ma vie ? Je l'ai regardée, stupéfaite par son absence totale de remise en question. Vous inversez les rôles, Chloé. C'est vous qui avez tenté d'anéantir ma vie. La prison, c'est la conséquence de vos actes, de vos crimes. Pas de ma vengeance. Elle a eu un petit rire sec, un son désagréable et amer. Mes crimes ? Vous parlez comme une sainte. Vous, avec votre vie parfaite, votre carrière intellectuelle, votre mariage bourgeois. Vous êtes né du bon côté, vous avez toujours tout eu servi sur un plateau d'argent. Vous ne pouvez pas comprendre ce que c'est que de partir de rien, d'avoir faim. Faim de tout. D'argent, de reconnaissance, d'une vie meilleure. Elle s'est mise à arpenter la pièce, son énergie devenant plus agressive. Je n'ai pas détruit des familles. J'ai offert un service. Ces hommes s'ennuyaient à mourir avec leurs femmes. Je leur ai vendu du rêve, de la jeunesse, de l'adrénaline. C'était un business. Ils étaient consentants. Ils payaient pour ce qu'ils désiraient le plus au monde, se sentir vivants à nouveau. Vous appelez ça une escroquerie. Moi, j'appelle ça du commerce. Je l'ai écouté déverser sa philosophie tordue, sa justification pathétique. Et j'ai compris. Elle n'était pas venue chercher le pardon. Elle était venue chercher une confirmation de sa propre vision du monde, une vision où il n'y a que des proies et des prédateurs. Je me suis approché d'elle, et j'ai parlé d'une voix calme, mais tranchante comme une lame. Ce que vous appelez « commerce », Chloé, implique une transaction honnête. Or,
vous avez basé tout votre système sur le mensonge, la manipulation et la destruction de la confiance. La différence fondamentale entre vous et moi, ce n'est pas l'argent ou le milieu social. C'est que j'ai passé ma vie à construire. J'ai construit une carrière, une famille, des amitiés. Sur des fondations de travail, de respect et d'amour, avec toutes leurs imperfections. Et vous, vous avez passé la vôtre à parasiter et à détruire ce que les autres avaient construit. Vous n'avez rien bâti. Vous n'avez été qu'un termite dans la charpente des autres. Je les regardais droit dans les yeux. Alors, ne venez pas me parler de ce que la vie vous devait. La vie ne nous doit rien. C'est à nous de construire la nôtre. Et regardez le résultat. Mon monde, bien que fissuré, est encore debout, et je le reconstruis, plus solide qu'avant. Le vôtre n'était qu'un mirage qui s'est évaporé. C'est ça, la seule vérité. Elle m'a dévisagé, ses yeux brillants de larmes de rage impuissante. Elle a compris qu'elle ne trouverait ici aucune prise, aucune justification. Elle était face à un mur. Sans un mot de plus, elle a fait demi-tour et elle est partie. En refermant la porte derrière elle, j'ai senti un poids immense se détacher de mes épaules. Ce n'était pas de la pitié, ni de la haine. C'était une forme d'indifférence libératrice. Son histoire était terminée. La mienne, elle, ne faisait que recommencer. Aujourd'hui, 2 ans se sont écoulés depuis cette nuit de novembre où mon univers a implosé. Si quelqu'un m'avait montré une image de ma vie actuelle à ce moment-là, je ne l'aurais jamais cru. La femme que je suis devenue est à la fois une étrangère et une version plus authentique de celle que j'ai toujours été. L'appartement est le même, mais il respire différemment. J'ai réaménagé le salon, vendu le fameux canapé de velours vert et l'ai remplacé par une grande bibliothèque remplie de livres d'art et de voyage. L'espace m'appartient entièrement, il est le reflet de mes goûts, de ma nouvelle indépendance. Mon livre, Renaissance à 53 ans, Comment transformer une trahison en triomphe, a connu un succès inattendu. Il a touché un nerf sensible, bien au-delà de ce que j'imaginais. Il ne s'est pas vendu comme un simple témoignage de faits divers, mais comme un guide de résilience. Je reçois encore des dizaines de lettres et de courriels chaque semaine. La Fondation Renaissance a grandi. Grâce à un événement caritatif organisé par Laurent, qui a su mobiliser son ancien réseau de manière surprenante, nous avons pu embaucher une avocate et une psychologue à temps partiel. Nous avons aidé plus d'une centaine de femmes à faire les premiers pas pour sortir de relations toxiques ou de situations d'abus financiers. C'est devenu l'œuvre de ma vie, une source de sens et de fierté immense. Quant à Laurent et moi, nous avons inventé une nouvelle forme de relation. Nous ne sommes pas un couple, mais nous ne sommes plus des étrangers. Nous sommes des alliés. Nous gérons la fondation ensemble, nous dînons parfois au restaurant, nous parlons de nos enfants, de nos vies. La colère et la douleur se sont estompées, laissant place à une affection étrange, celle que l'on a pour quelqu'un avec qui on a survécu à une guerre. Il n'y aura jamais de pardon total pour la trahison, mais il y a une forme de paix, une reconnaissance mutuelle de nos failles et de nos efforts pour devenir de meilleures personnes. La semaine dernière, j'ai reçu une lettre qui m'a particulièrement touchée. Elle venait d'une femme de 62 ans, de Brest. Elle écrivait « Chère Hélène, il y a 1 an, mon mari m'a quittée pour sa secrétaire après 40 ans de mariage. J'ai cru que ma vie était finie. J'étais invisible, une vieille femme mise au rebut. Et puis une amie m'a offert votre livre. Votre histoire m'a secouée. Au lieu de me cacher, j'ai utilisé mes petites économies pour réaliser un rêve que j'avais depuis toujours, apprendre la poterie. Aujourd'hui, j'ai mon propre petit atelier, je vends mes créations sur les marchés locaux, et je n'ai jamais été aussi épanouie. Vous ne m'avez pas seulement raconté une histoire, vous m'avez donné la permission de commencer la mienne. Merci. Cette lettre, c'est ma véritable victoire. C'est la preuve que du chaos le plus sombre peut naître une lumière inattendue. Je veux m'adresser à vous toutes, à vous tous qui m'écoutez. À toutes celles qui, un jour, se sont senties trahies, abandonnées, ou simplement invisibles aux yeux du monde. Notre âge, nos expériences, nos cicatrices ne sont pas des faiblesses. Ce sont les pages de notre histoire, et cette histoire nous donne une force unique. Quand j'ai reçu ces 60 photos, j'avais le choix, devenir une note de bas de page dans l'histoire de mon mari, ou prendre la plume et devenir l'auteur de ma propre épopée. Et vous, face à l'adversité, quelle histoire choisissez-vous d'écrire ?
Quelle force puisez-vous dans vos propres épreuves? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, il n'y a que la vôtre, celle qui vous rend fier de la personne que vous devenez. Je vous en supplie, ne laissez jamais personne écrire le dernier chapitre de votre vie à votre place. Votre histoire compte. Votre voix est importante. Dites-moi dans les commentaires ce que cette histoire a réveillé en vous. Partagez, si vous le souhaitez, un moment où vous avez dû faire preuve de résilience. Vos témoignages créent des ponts entre nous et nous rappellent que nous ne sommes jamais vraiment seuls. Et si mon parcours vous a inspiré, si vous croyez au pouvoir de la reconstruction, alors abonnez-vous à cette chaîne. Car il y a tant d'autres histoires de courage à raconter, tant de force à partager. La vie ne s'arrête pas à un certain âge ou après une épreuve. Parfois, c'est exactement là qu'elle commence.